Alors, à l'image du credo des usagers ou des mouvements des survivants américains de la psychiatrie, Nothing about us without us, l'empowerment est décrit, me semble-t-il, comme un moyen, un ressort très important de la démarche de rétablissement. Empowerment qui renvoie à la possibilité donnée au sujet une reprise de pouvoir sur sa propre trajectoire, la personne étant placée en quelque sorte face à sa liberté d'entrer ou non dans le processus de rétablissement. L'empowerment serait un ingrédient décrit comme favorisant l'engagement dans l'action, le processus de redéfinition identitaire propre au rétablissement et qui contribue grandement à l'amélioration de l'estime de soi en augmentant le sentiment d'efficacité personnelle du sujet quant à la maîtrise de sa propre trajectoire. Ainsi, je cite Bernard Pachou, en est-il du rétablissement? Pour s'orienter dans la vie que l'on a choisi de privilégier, il faut pouvoir disposer de la capacité de décider et d'agir ou de se la réapproprier. Et cette restitution, cette réappropriation du pouvoir de choisir, de décider et d'agir est précisément ce que recouvre la notion d'empowerment, cet ingrédient qui sous-tendrait la possibilité d'une démarche de rétablissement. Ainsi, Nothing about us without us, le credo du mouvement des usagers, nourrit sans doute j'imagine, à juste titre, d'un sentiment de révolte contre un système psychiatrique ou un discours psychiatrique tout-puissant, excessivement paternaliste, voire aliénant, peut apparaître comme la défense de l'accès à une certaine liberté pour le sujet, celle d'être acteur de ses soins, celle d'être maître de ses choix, celle de pouvoir poser ses choix et celle d'être maître de sa trajectoire. À quoi, peut-être, pour répondre, Nothing about us without us, yes but. C'est là peut-être l'apport de cette approche assez puissante, assez fine et probablement un peu méconnue, qui est celle de la perspective existentielle ou humaniste qui s'est beaucoup intéressée en psychiatrie à la notion d'empowerment en fait et d'exercice de la liberté. Alors les figures de la psychologie existentielle, humaniste, c'est qui? C'est Carl Rogers, c'est Rollo May, c'est Viktor Frankl, et c'est aussi Irving Yalom, sur qui je vais pas mal m'appuyer. Et une base du modèle existentiel, c'est quoi? C'est qu'une des tâches de tout être humain, c'est en réalité de gérer un certain nombre d'angoisses qui ne sont pas forcément liées à son histoire, qui ne sont pas uniquement liées à son contexte, mais qui sont liées tout simplement à la condition humaine. Et que parmi ces tâches, il y en a plusieurs, il faudrait 3 à 4 heures pour en parler, figure l'exercice de la liberté, peut-être, de manière peut-être un peu approximative, on peut assimiler à l'exercice de l'empowerment. Et ce que dit Irving Yalom, dans une proposition qui est très proche, me semble-t-il, de celle du rétablissement, c'est que l'évitement de la responsabilité, c'est-à-dire de la liberté, n'est pas favorable à la santé mentale. Mais une certaine force est cependant nécessaire pour se confronter à cette question de la liberté comme aux autres tâches existentielles qui sont les nôtres. Ce qui fait d'ailleurs dire à Helmut Kaiser, qui est un grand psychologue allemand, que l'exercice de la liberté, ou de l'empowerment, est en réalité ce qu'il appelle le talon d'Achille congénital de l'humanité, autrement dit que nous aspirons à l'autonomie, mais nous reculons en réalité souvent devant ses conséquences. Ce que dit l'homme, c'est que dans l'histoire de l'humanité, l'homme s'est toujours battu pour sa liberté. Et pourtant, la liberté fait quelque part peur, à l'image de l'âne de Buridan, qui, mourant de faim, meurt de ne pouvoir choisir entre deux choix équivalents, un seau d'eau et un seau d'avoine. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce qui fait peur, au fond, dans l'exercice de la liberté, dans l'exercice de l'empowerment. Je vous propose très rapidement, c'est un peu superficiel, mais de revenir sur différents aspects qui rendent l'exercice de la liberté coûteux pour peut-être chaque être humain. Alors, je me suis amusé volontairement à ne pas prendre une situation de pathologie, mais celle d'un étudiant qui vient d'avoir le bac. Il n'y voyait pas de projection personnelle, quoique. Alors, ben, ça s'est bien passé au bac. Ah, j'ai envie de faire des études d'architecte, j'aime ça. Ça m'a toujours passionné. Ah, mais j'aime aussi autant la sociologie, pourquoi je ne ferais pas ça? Et la médecine aussi m'intéresse tellement aussi. Et je peux en choisir qu'un, parce que je ne pourrais pas devenir architecte si je deviens médecin. Tout ça ne se présente qu'une seule fois.
que dit Yalom, par exemple, c'est que ce qui rend le choix coûteux, hein, le fait de diriger notre existence dans une direction, c'est que l'alternative s'exclut. Choisir, c'est renoncer à des alternatives qui ne se représenteront plus dans notre vie, dans notre existence, et c'est en quelque sorte acter quelque chose qu'on n'a pas tellement envie d'acter, c'est un mouvement vers notre propre mort, qui peut générer un sentiment d'angoisse chez chacun de nous. Mais il n'y a pas que ça. Ah, allez, après tout, architecte. Bon, mais architecte. Et je n'ai qu'une vanille idée, en fait, qu'est-ce que c'est architecte. On en a parlé, j'ai rencontré un architecte. Et après tout, médecin. Est-ce que ça va être comme dans la série Urgence? Enfin, c'est quoi au juste? En fait, je suis en train de me dire que je vais m'engager dans quelque chose que j'ignore. Il y a quand même un pari derrière tout ça. Autre aspect qui rend probablement coûteux l'exercice de la liberté, décider, c'est peut-être une expérience limite, qui est celle de l'absence de fondement. Chaque acte, hein, chaque choix est quelque part un acte d'autocréation, et il n'existe aucun référent externe absolu qui nous permet de savoir de quoi va être fait notre choix. Ainsi, la décision, si nous l'autorisons, nous ouvre à cette prise de conscience qui, là encore, peut quelque part être assez angoissante. Et enfin, waouh, mais comment je vais choisir? Personne ne peut le faire à ma place quand même. C'est ma vie qui est en jeu. Je me sens complètement seul là-dedans. Il faut que moi qui est concerné, mais je serais assez tenté de demander son avis à un tel et à un tel. Et pourtant, c'est un choix qui n'engage que moi. J'en suis le seul responsable. Ça a quelque chose quand même d'angoissant. Je me sens complètement seul là-dedans. Dernière chose qui rend peut-être aussi coûteux l'exercice de la liberté et l'empowerment, c'est qu'au fond, cet exercice-là est avant tout un acte solitaire. Il nous confronte à une situation d'isolement existentiel, un aspect probablement de notre condition humaine qu'a si bien décrit André Malraux. Nous aspirons à l'autonomie, mais nous reculons devant sa conséquence inévitable, à savoir l'isolement. Donc on voit bien qu'exercer sa liberté, que l'exercice de l'empowerment, avec toutes les dimensions qu'elle convoque, qui sont potentiellement source d'angoisse, n'est pas un exercice si facile, d'où l'existence ou la possibilité de stratégies de défense qui seraient des tentatives de non-exercice de la liberté. La délégation de la décision à un tiers. Beaucoup de consultations qui commencent je viens vous voir parce qu'on m'a dit de venir me voir, dites-moi ce que je dois faire. Et je peux moi-même être pris par le même mouvement, dites-moi vous ce que vous voulez qu'on fasse. De délégation systématique à un tiers de la décision. La procrastination peut aussi être une stratégie défensive face à cette angoisse suscitée par l'exercice de la liberté, voire le fait de déléguer d'autres façons la décision. J'ai par exemple rencontré il n'y a pas si longtemps que ça un monsieur qui jouait au dé ses décisions, à l'image du roman L'Homme dé. On peut même se poser quelles conséquences finalement liées à l'utilisation de ce type de défense. Ce que dit Yalom, c'est qu'une illustration des conséquences de ce renoncement à la liberté se trouve dans le procès de Kafka, et dans une scène bien particulière qui ouvre le film d'Orson Welles, du même nom, qui est la métaphore des portes. Je ne sais pas si vous connaissez cette métaphore. Alors la métaphore des portes, c'est un homme qui se présente, je ne sais plus trop, devant une maison qui s'appelle La Loi, et devant cette maison, il y a un garde. Et l'homme dit au garde, je veux rentrer dans cette maison. Le garde lui répond, écoute, si tu veux rentrer dans cette maison, il te faudra m'affronter. Et sache que derrière, il y a encore un garde plus puissant que moi qu'il te faudra affronter pour rentrer dans cette maison. Et encore, après, il y en a un alors, affreux, je ne l'ai même jamais vu, mais qui est encore plus puissant. Mais si tu attends mon autorisation, alors tu pourras rentrer dans cette maison. L'homme attend, 10 ans, 20 ans, 30 ans s'écoulent, 40 ans, 50 ans, et il arrive à la fin de sa vie. Il demande au garde, mais dis-moi, comment ils ont fait les autres pour entrer dans cette maison? Et le garde, au moment où il referme définitivement les portes de cette maison, lui dit, mais personne d'autre n'a essayé de rentrer dans cette maison, puisque cette maison, c'était la tienne. Ce que dit Yalom, en reprenant cette métaphore largement commentée de Kafka, c'est que ces stratégies-là peuvent amener le sujet à un profond sentiment de culpabilité qui n'est pas névrotique, qui n'est pas habituel, qui est un sentiment de culpabilité existentielle. Celui qui, comme Joseph K., le personnage du roman de Kafka, souffre de culpabilité existentielle, est coupable d'une transgression envers sa propre destinée, dont les victimes sont les potentialités de sa propre personne. En conclusion,
il semble que, pour imaginer trois enjeux de cette conception de la liberté, tout d'abord la liberté comme un enjeu thérapeutique, ou l'empowerment comme un enjeu thérapeutique. La présentation de Nicolas Franck, son titre, c'était soutenir l'empowerment. C'est pas quelque part l'empowerment comme une donnée en soi et contextuelle du système de soins. Hein. Et que peut-être un des objectifs, une des finalités du soin orienté vers le rétablissement, c'est d'avoir cet objectif en ligne de mire, plus que, même si c'est très important, d'offrir ce contexte de liberté au sujet. Et quand on regarde la définition de Carl Rogers, ce qu'il entend par accompagnement psychothérapeutique, il dit ça: la relation centrée sur la personne consiste en une coopération ayant pour but ultime la prise progressive de son pouvoir sur lui-même par l'aider. On est en 1967, on pourrait mettre un auteur plus contemporain. Cette phrase me semble tout à fait compatible avec la perspective actuelle du rétablissement. Et on n'a pas le temps d'en parler, mais ce qui est très intéressant dans cette perspective existentielle humaniste, c'est que ces différentes dimensions qui rendent coûteuse l'exercice de l'empowerment sont pensées comme des axes thérapeutiques avec des stratégies parfois très concrètes qu'on n'a pas le temps d'évoquer. Deuxième réflexion, si on part du constat que l'exercice de l'empowerment, de la liberté, est quelque chose qui est coûteux pour chacun de nous, qui est coûteux pour cet étudiant qui doit se positionner, je crois qu'il ne faut pas non plus totalement perdre de vue que c'est quelque chose qui peut être aussi coûteux pour les personnes qu'on rencontre, qui plus est quand un trouble psychique vient un petit peu fragiliser l'exercice lui-même de la liberté. Je rappelle qu'Henriet définissait le trouble psychique comme atteinte de l'homme, non dans sa vitalité, mais dans sa liberté. Et on rencontre, je crois, tous les jours des personnes qui Pierre Testingois l'a un peu souligné, qui présentent des difficultés à instaurer parfois un espace intersubjectif ou qui vivent des expériences de désubjectivation, même si leur propre expérience parfois n'était pas la leur, un vécu persécutif. Et Henriet insiste beaucoup sur cette notion que le trouble psychique altère quelque part des degrés variables, mais l'exercice lui-même de la liberté. Et que vaut la liberté si elle ne s'accompagne pas, demande Isaiah Berlin, des conditions qui permettent d'en faire usage. Et dernier point sur lequel j'avais envie de terminer, on voit bien que la défense de la liberté et de l'empowerment, quelque part, c'est la défense d'une valeur, une éthique du soin en psychiatrie. Mais il ne faut peut-être pas perdre de vue qu'il y a aussi d'autres valeurs qu'on peut être amené à défendre quand on travaille, il me semble, comme un médecin, comme un psychiatre. Des valeurs comme l'égalité, l'éthique. Est-ce que finalement, si on s'appuyait trop sur l'empowerment, ce n'est pas uniquement les personnes qui sont les plus autonomes qui bénéficieraient le plus, quelque part, des soins? Que deviendraient-ils les autres? Il y a quelque part aussi, je crois, un savoir psychopathologique qui s'est construit. Est-ce qu'il s'agit aussi de le balayer au profit d'un modèle de soins qui ne serait basé que sur les demandes des personnes? La valeur de protection, je crois que c'est aussi une valeur qui parfois peut avoir sa fonction dans l'exercice psychiatrique. Et ce qui rend très compliqué la coexistence de ces différentes valeurs, c'est ce qui est au cœur du texte très important, assez magique d'Isaiah Berlin, 1958, qui était professeur de philosophie politique à Oxford et qui a écrit un texte qui a fait date, qui s'appelle « Deux conceptions de la liberté ». Et il dit ça. Il dit « Il est une conviction responsable plus que tout autre du sacrifice d'individus sur l'autel des grands idéaux de l'histoire, celle d'une solution ultime et définitive. Cette antique croyance repose sur l'idée que toutes les valeurs positives auxquelles les hommes sont attachés sont finalement compatibles et peut-être même interdépendantes, qu'on pourrait les juxtaposer les unes à côté des autres. Or, il est banal d'affirmer que ni l'égalité ni la justice sociale ne sont compatibles avec une totale liberté individuelle ou avec un laisser-faire sans entrave, que la justice et la générosité, les fidélités privées et publiques, les exigences du génie et celles de la société peuvent se heurter violemment. Ainsi, reconnaître que l'accomplissement de certains de nos idéaux peut, par définition, rendre impossible la réalisation d'autres idéaux, c'est admettre que le plein épanouissement de l'homme est une contradiction dans les termes et une chimère métaphysique. Alors, si le mouvement de révolte des survivants de la psychiatrie,
qui prône l'importance de l'accès à la liberté du sujet est probablement quelque chose de précieux à intégrer et une valeur à défendre coûte que coûte en psychiatrie. Peut-être est-il nécessaire aussi de se rappeler en même temps le risque d'ériger la liberté ou l'empowerment en valeur absolue et autonome, ce qui me semble très proche du point de vue de Camus, qui a quand même écrit un ouvrage extraordinaire qui s'appelle L'homme révolté, c'est que l'esprit révolutionnaire, s'il veut rester vivant, doit donc se retremper aux sources de la révolte et s'inspirer alors de la seule pensée qui soit fidèle à ses origines, la pensée des limites. Je vous remercie pour votre attention.